Est-ce qu'on peut réellement faire confiance aux recommandations des booktubers? C'est la question à laquelle je tenterai de répondre dans cette vidéo en mettant au test 6 livres qui ont été les coups de cœur de booktubers en 2024. Je vous avais présenté dans une vidéo précédente la sélection de tous les titres que j'avais repérés sur les chaînes avec qui j'avais des bonnes compatibilités littéraires. Je vous avais donné le choix de voter pour 5 titres parmi 56. Donc aujourd'hui avec moi, je tiens les élus. Ce sont les livres que vous vouliez me voir mettre au test et c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Évidemment, vous remarquez peut-être que j'ai dit 6 livres au début et il y en a 5 pour lesquels vous avez voté. Et c'est parce que je me suis permis d'ajouter un petit choix personnel. Quand même là, ok? Il y en a 5 que j'ai pas décidé, je peux ajouter un petit quelque chose pour me faire plaisir. Alors on va y aller avec la présentation de la pile à lire et les chaînes qui seront mises au test. Le livre qui est atterri en 5e place, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est une recommandation qui est atterrie dans le top 10 de la chaîne Souffle des mots. Et il se trouve que c'est d'ailleurs une des chaînes que j'avais mise au test dans mon vlog de l'année dernière. Et j'avais pas eu un coup de cœur pour le livre en question, mais je lui avais donné 4 étoiles. Donc allez, juste une étoile de plus. Ok, on vise le 5. Le livre en 4e position maintenant. J'aurais été très triste que vous ne votiez pas pour lui. C'est bien sûr L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Si vous avez vu la vidéo de l'année dernière, vous saurez que non seulement j'avais lu Betty de la même autrice et je lui avais donné 5 étoiles, mais c'était aussi devenu mon livre préféré de tous les temps. Donc on s'entend que là je vous présente ça, mes attentes sont tellement grandes que je pense qu'on pourrait faire le trajet de la Terre à Mars à pied dessus. Donc ça, c'était une recommandation de la chaîne Elisa Cab. J'avais beaucoup de lectures en commun avec elle. Je pense que ça devrait bien se passer. Et bien sûr, pour tous les résumés des livres que je vous présente là, je préfère vous les donner seulement quand j'aurai commencé à lire parce que sinon, ça se peut que j'ai n'importe quoi. Le 3e livre que vous avez sélectionné, je vais devoir lire le titre pour être sûr de pas me tromper. La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Je suis très contente qu'il ait été sélectionné parce que j'ai vu récemment comme une nuée d'avis très positifs de la part de mes proches avec qui j'ai des goûts compatibles. Donc je le sens, je le sens. Et ça, c'est une recommandation que j'ai prise sur la chaîne de Read with Susmita. En 2e position, Mamaki va lire Blackwater. Ça fait tellement longtemps que je procrastine ceci pour aucune bonne raison. Déjà, il est minuscule, ok? C'est pas comme si c'était la paresse qui me faisait le procrastiner. Je sais juste pas pourquoi. Je l'avais jamais ajouté à ma page jusqu'à présent, mais là c'est bon, je l'ai loué à la bibliothèque et je pense que mes attentes sont assez hautes. Je connais comme personne qui a pas aimé ça. Et en plus, ça c'est la recommandation de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, et c'est à cause d'elle que j'avais mis Betty dans mon vlog l'année dernière. Sérieusement, là, si ça c'est un 5 étoiles, il va falloir genre que j'offre une partie de mon âme aux Chroniques du Hérisson pour comme la remercier de tout ce qu'elle m'a donné. Parce que les 5 étoiles, ils sont pas faciles à trouver ici. Nope, nope. Et donc, le livre pour lequel vous avez le plus voté, je pense que j'ai peut-être un peu influencé les votes. Parce que dans ma vidéo, j'avais l'air très enthousiaste, puis j'étais comme, je serais heureuse que vous votiez pour lui. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'aurais été heureuse que vous votiez pour comme la moitié des livres mentionnés. Mais donc, Blue Sisters de Coco Mellers. C'est le seul titre de la vidéo aujourd'hui qui n'a pas encore été traduit. Mais à mon avis, ça devrait pas tarder parce que l'autre livre de l'autrice l'a été. Et donc, ça, c'est en fait la recommandation de 2 chaînes. Donc, celle de Mimsley et Jeannot Solive. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu dans Cléopâtre et Frankenstein. L'histoire avait pris une petite tournure qui m'avait déçue au final, mais comme je vois totalement le potentiel de coup de cœur dans ce que cette autrice produit. Donc ça, ce sont les 5 livres pour lesquels vous avez voté. Mais il y a quand même eu un petit qui n'a pas gagné et qui a reçu 20 votes. Donc je me fais plaisir et je fais plaisir à ces 20 personnes en lisant Exa de Gabriel Fito-Chiba. C'est un livre québécois qui est désormais disponible en France. Je pense qu'il vient tout juste d'être publié en France. Et c'est une science-fiction que signée Daphné et Maps ont beaucoup aimé. Donc je me suis dit, bon, tu sais, c'est un livre québécois, je pense qu'il y avait un petit désavantage parce qu'il y a 90% de personnes européennes qui me regardent. Donc je l'ajoute, ok? Et je vous avoue que c'est très possible que j'ajoute aussi d'autres livres au fil de ce vlog. Je suis pas certaine, mais à chaque année, j'ai ça puis je finis toujours par en ajouter. Donc, on va mettre ici, est-ce qu'il y a d'autres livres que ceux présentés qui seront ajoutés au vlog? La réponse est ici. Et si jamais vous êtes vraiment déçus de pas voir ces livres mis au test dans ce vlog, soyez pas trop tristes parce que j'ai décidé que j'allais faire un vlog genre où j'essaie de voir si la bonne romantasy ça existe dans la vie. Donc voilà, ces livres avaient vraiment presque gagné, c'était une question de genre 2 votes. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer ça. Alors maintenant, il me reste juste à aller lire et espérons-le trouver un coup de cœur. Je commence ce vlog le 24 février et pour l'instant, en 2025, j'ai lu 16 livres et il n'y en a pas un seul qui a dépassé les 4 étoiles.
Salut les amis, je suis potentiellement malade. Je me suis réveillée avec cette voix. J'ai l'impression que ça indique qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Donc je viens très rapidement vous parler de Blackwater. J'ai dépassé la moitié, je suis à la page 157. Je sais pas comment on qualifierait le genre littéraire de cette œuvre. Ça parle d'un village qui se fait submerger par des eaux, genre de l'eau, là, pas des eaux. Et pendant que les villageois gèrent les dégâts causés par la crue, il y a une femme inconnue qui apparaît. Il y a beaucoup de mystères qui l'entourent, mais peu à peu, elle est capable de charmer comme tous les villageois sauf une. C'est un petit livre qui se lit ultra rapidement. Pour l'instant, même si j'aime beaucoup, je dirais pas que ça a le potentiel d'être un 5 étoiles. Je pense que c'est un peu trop tard pour comme soudainement le devenir. Mais en même temps, pour l'instant, c'est une note très très positive. Rendez-vous dans le prochain clip pour découvrir quelle note je vais lui donner et si je suis bel et bien en train de tomber malade ou pas. Allô, nous sommes le 10 mars, je suis malade depuis le 27 février. Là, je viens tout juste de terminer de filmer une vidéo, donc je me suis dit que j'allais venir vous parler de mon avis final sur Blackwater. Ça fait littéralement genre 2 semaines que j'ai terminé, là, mais j'étais pas capable de venir vous parler avant. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est un petit livre et je pense que la version originale n'était qu'un gros tome. Non, finalement, les livres étaient séparés aussi. Je pense que j'aurais préféré que ce soit comme ça au lieu d'être séparés, parce que en soi, le roman se termine puis je suis comme, l'histoire est pas terminée. Je peux pas, j'ai du mal à noter mon appréciation parce qu'il y a pas la conclusion. Puis c'est pas, tu sais, j'ai été capable de donner 5 étoiles à un premier tome d'une saga, un deuxième tome, blablabla. Mais là, ça paraît pas comme un tome, ça paraît juste comme un livre qui a été coupé. Mais ça reste que c'était vraiment un plaisir, l'atmosphère de ce lieu avec les personnages qui ont tous comme des caractéristiques propres puis un certain niveau d'énergie. C'est clair que je vais continuer la saga, espérons que je vais continuer à l'aimer puis la lire au complet. Mais pour moi, niveau coup de cœur, ben c'est ça. J'aurais préféré que ce soit complet. Et aussi, tu sais, c'est une approche qui est très 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 simple au niveau de la narration. Je trouve pas que c'est quelque chose qui manque de qualité d'aucune façon. C'est pas de mauvaise qualité, mais je pense que l'auteur voulait... je l'ai lu à la fin, attends. J'écris pour que les gens prennent du plaisir à lire mes livres, qu'ils aient envie d'ouvrir un de mes romans pour passer un bon moment sans avoir à lutter. C'est exactement ça qu'il a fait. C'est tout à fait réussi comme intention. Mais moi, pour qu'un récit me marque, ben il faut... genre, t'aurais pris cette même histoire-là, mais avec une narration lyrique. Oh, ça aurait été beau. Donc, pour moi, je dirais que c'est un 4.25 étoiles, avec un potentiel de 5 étoiles pour la saga entière. Genre, je pense que je pourrais lire tous les tomes, puis trouver que les personnages étaient intéressants, le monde, blablabla, et donner 5 étoiles pour la généralité, même si en soi chaque livre va peut-être pas obtenir 5 étoiles. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça très intéressant comme expérience, puis j'ai hâte, je pense qu'après avoir terminé ce vlog, je vais continuer la saga pendant qu'elle est encore fraîche dans ma tête. Merci pour la recommandation, 4.25 et moi aussi je recommande. Là je sais pas, on va passer à quel livre? Je vous avoue que depuis que je suis tombée malade, je n'ai pas touché à un livre. J'ai pris tellement de retard. Donc vous allez découvrir dans le prochain clip c'est quel livre que j'ai choisi. J'ai dépassé la première moitié de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Est-ce que c'est ça le titre? J'ai tout le temps un doute. D'ailleurs, c'est un titre que je dirais est très mal choisi. Non, très mal, c'est exagéré, mais c'est comme un peu trompeur comme titre. Parce que oui, il y a une Société très secrète des sorcières extraordinaires qui existe, mais j'ai lu la moitié du livre et ça représente 1% du livre. La bonne nouvelle, c'est que le livre est très bon quand même malgré ça. En bref, on est sur de la cozy fantasy, je dirais, et plus même du cozy fantastique parce que ça se déroule dans notre monde à nous, mais il y a des sorcières qui existent. Le truc, c'est que les sorcières essaient le plus possible de pas passer de temps ensemble parce que plus il y a de magie concentrée à un seul endroit, plus ça devient difficile de la contrôler et de la cacher. Donc oui, il y a une société très secrète des sorcières qui existe, elles se rencontrent comme une fois, je sais pas c'est quoi la période exacte, mais c'est pas souvent. Donc le livre n'est pas à propos des sorcières qui se rencontrent. C'est à propos d'une sorcière particulière qui poste des vidéos en ligne où elle se fait passer pour une sorcière. Mais on s'entend qu'elle est réellement une sorcière, mais ses abonnés pensent pas réellement qu'elle est une sorcière. Donc elle fait comme un double jeu en quelque sorte. Mais elle va recevoir un message de quelqu'un qui voit à travers son jeu et dit « Toi, t'es une vraie sorcière, moi à la maison, j'ai 3 petites sorcières qui ont besoin de quelqu'un pour les entraîner. Est-ce que tu peux venir? » Elle va accepter de façon un petit peu réticente parce que, ben, elle veut pas juste
admettre à n'importe qui qu'elle est en effet une sorcière, mais elle va découvrir un petit bout de monde très charmant avec en effet 3 petites sorcières qui ont besoin d'être disciplinées. C'est vraiment un livre qui est très mignon dans son approche, dans son ton. Les relations sont mignonnes, J'avais posté en story que je lisais ce livre-là, puis j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui disaient « Ah, c'est trop choupi, ah, c'est trop cute, c'est trop sweet ». Ce sont vraiment les mots pour décrire cette histoire. J'étais pas ultra convaincue au début que ça pouvait être un coup de cœur, parce que même si je trouvais que c'était bien écrit, les personnages étaient intéressants, les éléments étaient intéressants, il me manquait quelque chose dans le récit pour comme me donner envie absolument de tourner la page. Mais là, je dirais que à ce stade-ci, à la moitié, je commence à ressentir ça. Il y a des sessions de lecture où j'ai pas envie de déposer le livre, mais je dois le faire parce qu'il faut vivre en société. Puis je trouve que la romance est assez cute et ça me semble être vraiment le type de livre slow burn, mais pas dans le sens romance, mais dans le sens que au début, tu sais pas tout de suite à quel point tu vas tomber en amour avec les personnages, mais tu finis par le faire d'ici la fin. Mais bon, tu sais, j'ai pas terminé le livre, je sais pas si à la fin je vais vraiment encore penser ça. Et pour l'instant, ça augure bien. J'abandonne pas le potentiel de 5 étoiles. Bonjour, j'ai terminé La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et si j'ai l'air pas très heureuse en ce moment, c'est pas parce que j'ai pas aimé, j'ai aimé ça, mais je suis pas heureuse parce que c'est pas un coup de cœur. Hey, on est à la mi-mars 2025 et je n'ai pas un seul coup de cœur pour l'instant. Bon, on va pas s'emballer, on va commencer par parler de mon avis final sur La Société très secrète des sorcières. Est-ce que j'ai besoin de dire le titre au complet? Je tiens à faire une précision que, effectivement, au départ, le titre me semblait plutôt mal choisi pour le livre parce qu'on ne parlait pas de cette société. Mais là, je comprends, ok? Je comprends pourquoi c'est le titre, c'est correct, c'est un bon titre. Mais sinon, tu sais, j'ai continué ma lecture en étant prête à adorer. Les personnages ont continué à être de plus en plus attachants, il y a eu des éléments dans la magie, les péripéties qui étaient intéressants. Mais de un, je trouve que la romance est vraiment devenue romance. Genre, c'est pas une histoire d'amour dans un livre, c'est comme vraiment une romance qui se lit de la même façon qu'une romance. Puis pas que, genre, le livre est entièrement consacré à la romance, mais plutôt que les dialogues, les progressions de la romance se font pas de manière très douce et subtile. Et ils finissent par coucher ensemble, pis c'est vraiment intense. Genre, tu me présentes ce petit livre tout cute, assez mignon, assez charmant, puis là, je veux que ma langue vive entre tes jambes pour le restant de ses jours. J'ai pas trouvé que c'était bien calibré avec le ton du reste du livre. Il y a même eu comme une petite crise des 80% qui était pas entièrement type crise de romance, parce que c'était pas juste avec l'intérêt amoureux, il y avait une certaine dynamique en jeu. Je comprenais pourquoi c'était introduit, mais ça m'a juste énervé que cette comme cozy fantasy-là, qui était ultra bien exécutée dans ses aspects, ben prennent sa petite romance charmante qui était en train de développer et la rendent littéralement épicée. Genre, je voulais pas lire des scènes épicées dans ce type d'histoire. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je lui donne 4 étoiles. C'est juste que j'ai une frustration parce que pendant longtemps, je pensais que j'allais au moins lui donner 4.5. Je vais avec plaisir lire d'autres livres de cette autrice. Je recommanderais absolument ce livre-là si ce que je dis vous intéresse. Je sais que j'ai été très intense par rapport à la romance, mais comme c'est quand même quelque chose de très agréable et charmant, même si la romance, vous êtes pas trop fan comme moi. Puis j'ai jamais rien lu dans ma vie qui se rapprochait de ce livre-là. Je trouve que c'est un beau petit plaisir en papier et je suis très contente de l'avoir lu, même si c'est pas un 5 étoiles. Là maintenant, on va se parler du livre bonus que j'ai lu en cachette. Alors j'ai lu Mexican Gothic et j'aurais pas dû. Peut-être pas nécessairement pour les raisons que vous croyez. Déjà, premièrement, c'était la recommandation de lire avec Lilia, qui était une chaîne que j'avais incluse dans ma vidéo, vraiment dans la catégorie genre extra triche. Parce que tu sais, j'avais des critères de sélection et elle, on n'avait aucun livre en commun dans son top 5. Mais justement, tu sais, la plupart de la vidéo, c'était des top 10, donc je me suis dit, je vais quand même l'inclure parce que Mexican Gothic m'intrigue. Et aussi, elle avait un autre livre qui était la suite d'une saga que j'avais commencé puis que j'avais absolument adoré, donc je voyais qu'il y avait une sorte de compatibilité. Mais mon erreur, ça a été de lire littéralement un autre livre de Silvia Moreno-Garcia entre le temps de filmer cette vidéo wishlist et ce vlog. Il s'agit de Silver Nitrate et je vous en ai parlé dans mon point lecture déjà. Donc, j'avais pas d'expérience avec cette autrice quand j'ai fait ma vidéo de wishlist, mais maintenant, j'ai lu Mexican Gothic en ayant déjà lu quelque chose de cette autrice. Et je pense que si j'avais pas déjà lu quelque chose d'elle, j'aurais beaucoup plus aimé Mexican Gothic que ce que j'ai fait. Donc,
je me sens comme un peu mal parce que techniquement j'aurais pas dû inclure ce livre dans cette vidéo, mais je l'ai lu. Vous avez été beaucoup à voter pour lui, il a presque gagné, donc je vais l'inclure. Vous voulez mon avis? Voici mon avis. Mexican Gothic, ça parle d'une jeune femme qui se fait envoyer par son père dans un manoir gothique, comme l'indique le titre, parce que il y a sa cousine qui est là-bas parce qu'elle a marié un homme, et là, la cousine elle a envoyé une lettre vraiment très inquiétante. Donc c'est ça, notre protagoniste va là-bas pour vérifier si sa cousine va bien, et ben la famille est bizarre, la cousine fait des trucs étranges. On est vraiment dans du gothique, un peu genre de l'horreur, du fantastique. Et c'est un livre que l'autrice a publié avant celui que j'ai lu. Et je pense que c'est de là que vient mon souci. J'ai vu une certaine amélioration entre les deux livres et j'ai beaucoup plus préféré celui que j'avais lu avant, même si au final je lui avais donné 3 étoiles. Donc c'est ça, tu sais, si cette lecture-là m'a fait réaliser à quel point j'avais plus préféré l'autre livre, puis l'autre livre je lui avais donné 3 étoiles, ben vous pouvez comprendre que j'ai comme pas tant aimé celui-là. Un instant, ça va sur nos téléphones? Rebonjour. Le truc avec Silver Nitrate, c'est que j'avais beaucoup aimé les deux personnages principaux puis leur relation. Je trouvais que c'était vraiment un lien unique. Mais ultimement, ce qui avait fait que j'avais juste donné 3 étoiles, c'est que le récit avait évolué comme plus parler du côté horreur avec des rituels, des choses à faire pour régler le problème, mais c'était juste pas le type de récit puis de problème qui m'intéressait. Et ce qui s'est passé avec Mexican Gothic, c'est que j'ai eu exactement la même chose mais comme exacerbée. Et en plus, le personnage principal, même si je l'appréciais, avait pas nécessairement le même éclat que les deux protagonistes de l'autre livre. Donc là, non seulement les personnages m'intéressaient moins, mais il y avait exactement le même problème de comme récit que moi personnellement me rend difficilement investi. Mais tu sais, c'est absolument pas un livre que je ne recommanderais pas parce que j'ai pas l'impression que comme mal fait des trucs, c'est quand même une œuvre de qualité. Beaucoup de gens autour de moi l'ont apprécié et je comprends pourquoi ils l'ont apprécié. C'est uniquement une question de préférence personnelle, donc c'est pour ça que je trouve que j'aurais pas dû le lire, parce que même si le livre m'intéressait, le résumé m'intéressait, puis je voulais découvrir qu'est-ce que l'autrice avait fait d'autre dans sa vie, ben dès que j'ai vu où est-ce que le récit s'en allait, j'étais comme ben ça va être pareil, Maki, tu vas te sentir de la même façon. Donc je lui ai donné 2.5 étoiles. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs que cette autrice fait que j'aime, mais je pense que elle et moi, on a juste un manque de compatibilité au niveau de ce qui nous allume dans un récit. Donc c'est un flop pour moi, mais vraiment, si le résumé, la vibe de tout ça vous intéresse et que vous avez déjà aimé des œuvres peut-être similaires dans le passé, je vous recommande totalement d'y aller là, parce que c'est pas une œuvre avec des grosses lacunes. Donc là, on va passer au prochain titre du vlog. C'est mieux d'être un 5 étoiles, c'est mieux d'être un 5 étoiles. Bon matin. Je suis à la moitié de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Ça se lit super bien pour l'instant. Tu sais, j'ai lu les 200 pages en une journée. Puis si, encore une fois, j'avais pas eu de responsabilité en tant que membre de la société, je pense que je l'aurais lu au complet. On y suit une fille syrienne de 18 ans qui étudiait pour devenir pharmacienne, mais qui a été forcée de prendre le rôle de chirurgienne et d'opérer des enfants, des victimes de la guerre, parce que c'est la guerre. Donc c'est une fiction, mais évidemment c'est un contexte qui est malheureusement réel et actuel. Puis je dirais qu'au-delà comme des qualités de ce livre, il y a un aspect qui est ajouté pour moi personnellement parce que ce que je lis est directement reflété par les images et les vidéos que je vois à chaque jour en ce moment de tous les morts en Palestine, de tous ces enfants qui auraient dû être capables de fêter au moins leur première année sur Terre mais qui ont même pas pu. Donc ça brise encore plus le cœur de savoir que non seulement c'est vrai, non seulement c'est actuel, mais ce l'est dans plein de pays. Ce serait de trop, mais il y a tellement de pays qui traversent ça en ce moment. C'est horrible. Mais pour parler du livre en soi, c'est une bonne lecture pour le moment. Comme mentionné, tu sais, j'ai aucune difficulté à le traverser. C'est touchant, c'est crève-cœur, c'est difficile. Je dirais qu'il y a peut-être juste un élément qui me déplaît un tout petit peu, mais c'est vraiment pas tant que ça. Puis c'est que dès le début du livre, on découvre que la protagoniste, elle subit un peu comme une hallucination de quelqu'un dans sa tête qui lui parle puis qui la force à voir des choses, pour la forcer à faire des choses pour sa propre survie. C'est vraiment compliqué de la manière que j'ai expliqué. Mais en bref, c'est comme un mécanisme de défense pour son cerveau de comme inventer quelqu'un qui va la pousser à prendre des décisions qu'elle aurait pas osé prendre pour la survie d'elle et de sa meilleure amie. Et même si je trouve que ça a totalement du sens, je suis certaine que c'est un mécanisme de cerveau qui peut totalement exister, je trouve que c'est trop présent dans le livre et aussi pas nécessaire
nécessaire parce que je trouve que tout son contexte, tout son environnement la pousserait déjà à se décider à faire ces choix difficiles. Genre, je vois pas la nécessité vraiment de cet ajout, puis ça donne un petit peu une frustration en tant que lecteur parce qu'il y a rien qu'elle peut faire parce que c'est dans sa tête. Je sais pas, je suis comme pas très fan de cet aspect de la narration, mais autrement, j'ai rien à redire sur le livre. Bon là, excusez-moi, je profite encore une fois d'un tournage de vidéo pour filmer ma mise à jour. J'ai terminé, tant que fleurillon, les citronniers. Je l'ai terminé. Voici un clip de moi à genre 1h30 du matin qui lit dans le noir à côté de Noah qui dort et qui arrive à un certain point où il y a genre une révélation qui m'a surprise. Puis j'étais vraiment contente d'être surprise parce que d'habitude c'est le genre de truc que je vois venir genre 16 km avant. Mais là j'avais pas vu venir, peut-être parce que j'étais dans le noir, mais en tout cas c'était plaisant. Donc c'est demeuré une bonne lecture, c'est demeuré un livre que je lisais extrêmement rapidement avec beaucoup de hâte. Par contre, il y a des petits trucs que j'avais pas nécessairement catégorifiés comme des défauts dans la première partie du roman, mais que là, en ayant lu le truc au complet, je suis comme... me semble que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus retravaillé, notamment au niveau des répétitions. Notre protagoniste est une grande fan des films de Hayao Miyazaki, donc Ghibli. Ghibli, ok? Quand j'étais enfant, je disais Ghibli, puis comme l'habitude est restée ancrée, mais c'est Ghibli. Et écoutez, moi aussi, girl, ton amour, mon amour, on est comme ça, mais... Est-ce qu'on peut mettre une limite au nombre de références, au nombre de mentions? C'était juste un peu trop pour moi, ok? Puis c'est un peu utilisé souvent dans la narration, genre raconte-moi quelque chose de beau parce que c'est quelqu'un qui aime les histoires d'Hayao Miyazaki, donc elle veut raconter des histoires. Mais j'étais juste fatiguée un peu de la répétition tout le temps. Pour ce qui est du comme personnage que la protagoniste voit dans sa tête et tout, je comprends mieux maintenant que j'ai terminé le roman pourquoi ça a été introduit. Par contre, je conserve mon opinion que ça aurait dû être réduit d'au moins de moitié. On n'avait pas besoin d'autant de scènes, des scènes aussi longues, aussi intenses. Je pense même que le roman aurait pu fonctionner sans ça du tout. Je l'aurais probablement préféré sans ça, mais je comprends pourquoi ça a été inclus, donc je vais pas comme dire qu'elle a fait de mauvaises choses en incluant ça. Je comprends, mais ce sont des choses qui m'empêchent d'avoir un coup de cœur. Ça reste que c'est une œuvre touchante. C'est impossible de lire ça puis de pas être touché. Je comprends pourquoi les gens ont aimé. J'aurais aimé ça que la romance me rejoigne un peu plus vers la fin. Genre, je trouvais qu'il y avait juste des trucs dans les dialogues où je sortais un peu du récit puis j'étais comme... Mais j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça. Genre, je sais que là, je nomme les défauts, donc j'ai l'air de pas avoir aimé ça, mais j'ai aimé ça. J'aurais pas lu ce livre-là jusqu'à 2h du matin en me tuant les yeux dans le noir, c'était pas le cas. Je lui ai donné 4 étoiles. Je suis impressionnée par la longueur des remerciements à la fin. J'ai jamais vu des remerciements aussi longs de ma vie. Les remerciements étaient tellement longs qu'elle a eu le temps de personnellement remercier chaque membre du groupe de K-pop BTS, genre. C'est juste que je sais qu'habituellement, les auteurs ont pas plus que 1, 2, 3 pages maximum pour les remerciements. Genre, les éditeurs leur permettent pas de faire trop. Donc, j'étais comme, my gosh, on remercie du monde. Hey, c'est un seigneur. Mais voilà. Pas un coup de cœur, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je le recommande. Je pense que c'est pas nécessairement une œuvre que je recommanderais pour en apprendre sur la série parce que tu ne comprends pas le contexte, c'est quoi. Tu vois juste le présent, les gens qui souffrent, tu comprends très très bien la souffrance des gens, mais tu comprends pas le contexte politique ou je sais pas trop de cette guerre. Mais en même temps, le livre est tellement touchant que ça te donne envie d'aller faire des recherches après ça pour découvrir, attends, mais comment ça, ils vivent ça, genre. Donc, je trouve que ça peut être quelque chose de très positif parce que peut-être que les recherches qu'un lecteur va faire après ça vont être encore plus approfondi que ce que le livre aurait pu inclure. Donc voilà, je passe à la prochaine lecture en espérant qu'elle sera aussi agréable que les précédentes, mais comme un peu plus. S'il vous plaît, 5 étoiles, s'il vous plaît! Je viens tout juste de me réveiller et je viens vous parler. Je viens vous parler de Exa. J'en ai lu la première moitié, puis là je suis un petit peu découragée parce que comme vous l'avez vu dans ce vlog, toujours pas de coup de cœur. Et je veux dire, j'ai lu la moitié, je sais que ce sera pas un coup de cœur. J'ai passé la première partie de ce livre à me demander qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai fini par comprendre ce qui se passait, puis enfin sentir que j'avais mis un pied dans le récit, que là je connaissais un petit peu mieux les personnages, ben on est arrivé dans la deuxième partie qui a changé de perspective, d'endroit, puis de trucs. Je pense que c'est pas complètement autre chose parce qu'il y a comme un personnage qui revient, mais tu sais, la narration a changé, tout a changé. Puis je suis comme, ok, tous les efforts que j'ai fait pour comprendre, il faut les recommencer. Je vous ai pas dit le résumé. Voici le résumé. C'est une science-fiction
environnementale. Donc l'écriture est vraiment axée autour de la nature. T'as énormément de détails à propos de juste les arbres, la forêt, blablabla. Mais ce niveau de détail s'applique pas aux autres éléments du récit. On suit une mère et une fille qui vont aller travailler au-delà des barrières de leur ville. Parce qu'en bref, c'est comme dans un futur où ben l'humanité a précédemment détruit la nature et donc elles sont envoyées pour aller replanter des arbres. C'est comme tout un mouvement pour essayer ben, de rendre la planète plus verte. Du moins ça c'est ce que je pense comprendre. Je suis même pas certaine. C'est ça le problème, c'est que l'écriture met tellement d'accent sur la nature et tout que je suis incapable de visualiser quoi que ce soit. Demandez-moi pas les personnages ressemblent à quoi, j'en ai aucune idée. Demandez-moi pas leur ville ou leur campement en dehors de la ville ressemble à quoi, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a bien des arbres. En tout cas, comme mentionné, ça allait mieux à la fin de la première partie, donc j'espère que à quelque part dans la deuxième partie, ça va refaire la même chose. Mais je suis vraiment déçue parce que, comme je le dis tout le temps, la science-fiction québécoise, c'est quelque chose que je veux voir plus. Et je pensais vraiment qu'avec ce titre-ci, j'allais trouver comme quelque chose à recommander aux gens parce que Maps et Daphné l'ont vraiment adoré. Mais présentement, même si je pense que je pourrais le recommander aux personnes qui sont attirées par le type de description que j'en ai faite, c'est certainement pas un livre que je recommanderais généralement. Genre présentement, ma note est pas hyper positive, là. Mais je sais pas. Ok, on va le terminer, on va voir. On sait jamais dans la vie qu'est-ce qui peut se passer, ok? À voir. Bonsoir. J'ai terminé avec ça. Est-ce que j'ai aimé avec ça? La réponse se trouve dans mon visage. Je suis tellement déçue, je pensais que j'allais aimer. Voici les problèmes que j'ai eu avec ça. Premièrement, la plume, c'était pas fait pour moi. C'est bien écrit, c'est pas un livre qui est mal écrit, puis je suis certaine que ça plairait à des gens, parce que ça a plu à ma petite Daphné, donc clairement ça plaît à des gens. Donc tu sais, là, je vais vous présenter un avis quand même assez négatif, mais fiez-vous surtout à ce que vous aimez, ce que vous avez déjà aimé dans le passé, parce que je sens vraiment que, encore une fois, ici, c'est un problème de compatibilité personnelle. Ce livre n'a pas été écrit pour une actrice comme moi, mais contrairement à d'autres livres à qui je peux donner des notes similaires, ben il y a des livres qui n'ont pas été écrits pour moi, puis je pense qu'ils n'ont pas été écrits pour beaucoup de gens. Mais celui-là, il a quand même été écrit par des gens qui existent en quantité considérable. Donc, c'est ça. La plume, c'était trop, tu me dis tout, mais tu me dis rien. Je ressors de ce livre-là avec aucune image dans ma tête, juste comme trop de métaphores, puis de mots de forêt qui sont dans mon crâne, puis comme, j'avais pas besoin de tout ce dictionnaire forestier, ok? J'en avais pas besoin. Deuxièmement, ce qui m'a énervé, c'est la séparation du récit. Parce que, comme mentionné, partie 1, j'avais du mal pendant la majorité. Vers la fin, j'ai enfin réussi à me sortir dans le récit. Partie 2 commence. On est avec des personnages qu'on connaît, mais on est ailleurs. On est avec une narration au-dessus qui me plaisait pas. C'était un petit peu... ça me grattait les yeux, mais pas genre gratter, ouh, ça pique, c'est satisfaisant de me gratter. Non, ça me grattait les yeux. C'est pas que j'aime pas la narration à la deuxième personne, je trouve que ça peut être super bien fait. Ce que je sais de toi, de Éric Chacot, l'utilise très très bien. Mais voilà, encore une fois, j'étais comme moyen pendant la majorité de la partie 2, jusqu'à la fin où j'étais comme ok, il y a des choses qui se passent. Puis là on a commencé la partie 3, puis dès le départ au moins celle-là, genre je savais où est-ce qu'on s'en allait, puis j'étais plus intéressée. Mais rendu là, c'était la fin du livre, puis j'étais juste comme, je me suis pas attachée au personnage, il y a comme une espèce de romance que ça m'a pas touchée. Les thèmes de ce livre-là me touchent pas parce que c'est juste décrire la forêt du plus grand nombre de façon possible et aussi de parler de la maternité du plus grand nombre de façons possibles. C'est vraiment les thèmes, ok? Forêt, maternité, si ça vous plaît, vous allez aimer ça. Mais c'est un récit qui mise sur sa plume, puis vu que moi, ça n'arrive pas à résonner avec moi, ben c'est ça. Je donne 2.25 étoiles. Ça me fait mal de dire ça parce que c'est une œuvre qui a une âme, tu sais, je vois la direction, elle était volontaire, c'est juste que moi je voulais pas aller dans cette direction-là. Donc là je suis un petit peu découragée. Mais la bonne nouvelle c'est que je me suis réservé les 2 livres pour lesquels j'ai le plus d'espoir pour la fin du vlog. Donc là on va aller dans Blue Sisters. Et si jamais, au grand jamais, Blue Sisters ne me donne toujours pas de coup de cœur, j'ai encore Tiffany McDaniel dans ma poche. Ok les amis, on va garder ce cours. Je suis à la première moitié de Blue Sisters et je veux pas jinxer. Pour l'instant, c'est un 5 étoiles. Je veux pas le dire trop fort, ok? Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui vienne ruiner ça, mais pour l'instant, c'est un 5 étoiles. J'ai un peu peur parce que l'autre livre de l'autrice que j'avais lu, j'avais un peu eu cette sensation pendant la première moitié où j'étais comme, oh, je pourrais donner 5 étoiles. Puis après, la direction du récit et tout, ça m'avait moins plu. Mais là, je le sens encore plus, là. Je vais le lire au complet. On s'en parle après. Je veux pas jinxer rien.
Je planifiais pas du tout de terminer Blue Sisters ce soir. J'ai pas eu le choix. J'ai commencé ce livre hier matin, puis y a pas eu un seul instant où j'ai douté que ça allait être un 5 étoiles. Je l'ai trouvé! Mon premier coup de cœur de 2025. Est-ce que c'est un vrai 5 étoiles, genre un livre que je qualifierais comme étant parfait ou même un chef-d'œuvre? Non, on n'est pas sur une découverte comme Betty, mais ce que ce livre a réussi à faire, c'est de me charmer de A à Z, et honnêtement, ben c'est ça que j'ai besoin pour lui donner 5 étoiles. Moi, ma vie en tant que lectrice, elle se résume surtout à je veux être impressionnée et pas énervé. Fais-moi vivre des choses, mais pas des choses qui sont comme insupportables. Donc bon, ce livre-là, c'est du contemporain qui parle de 4 sœurs, ou plutôt de 3, parce que la 4e est décédée il y a 1 an. Techniquement, c'est pas la 4e sœur, parce que c'est la 3e à être née, mais en ce temps, ils sont 4, mais maintenant, ils sont plus que 3. Et ben, on suit ces femmes-là qui sont entièrement des personnages à elles seules. Genre, ce livre excelle, puis même je dirais cette autrice excelle dans la construction des personnages, c'est incroyable. Je regardais les premières pages, genre je lisais, puis j'étais comme, il se passe pas nécessairement quelque chose, mais c'est tellement vif, les descriptions, les trucs que l'autrice choisit de nous mentionner, de nous présenter pour chaque personnage, c'est tellement des trucs auxquels j'aurais pas pensé, mais ça fait d'eux vraiment des personnes que tu comprends rapidement. Il y a juste Taylor Jenkins Reid qui me donne un peu cette impression avec les personnages. Si vous aimez les romans de Taylor Jenkins Reid, je recommande vraiment ça. Moi, ce que j'aime de Coco Mellers, puis c'est vraiment quelque chose que j'avais remarqué dans son premier livre, puis c'est pour ça que je pensais que ça allait être un coup de cœur, c'est que oui, ok, bon, personnage très bien construit, blabla, mais l'autrice, elle hésite pas à rendre ses personnages véritablement imparfait. Il y a des trucs là-dedans, puis il y avait des trucs dans Frankenstein, non, Cléopâtre et Frankenstein, qui je sais qu'il y a des gens qui vont lire ça, puis comme, c'est un deal breaker pour moi, je peux pas accepter ça. Puis je veux dire, je comprendrais cette réaction, mais en même temps, je vois pas du tout le texte comme quelque chose qui romantise ses mauvaises décisions, ses choix. Pour moi, c'est juste, ok, voici la vie. Dans la vie, il y a des gens comme ça, je vais bien les écrire, bien les présenter, et vous allez vous attacher même s'ils font des trucs horribles, ils disent des trucs horribles parfois. Puis ça fonctionne, ça fonctionne. Je l'avais vu le potentiel avec son premier livre. Et ce qui est cool, c'est que là, tu sais, je lui donne 5 étoiles, mais je vois encore beaucoup de chemin potentiel. Parce que, ok, bon, 5 étoiles, oui, je ne vais pas baisser ma note malgré les petits défauts que je m'apprête à vous mentionner. Et donc, dans son premier livre, je trouvais que la faiblesse, c'était le dernier tiers du roman, et encore une fois, je trouve que c'est la même chose, mais comme vraiment pas au même niveau. C'est juste, pour moi, ça aurait pu être plus long. Il fait 339 pages. Je pense qu'on aurait eu besoin de 400. Les conclusions pour certains des personnages, je trouve, ont été un peu trop hâtives, notamment pour le personnage de Bonnie. J'aimais vraiment suivre les 3 sœurs, je les trouvais toutes intéressantes et vivantes à leur façon. Mais c'est ça, les conclusions, je les ai trouvées vraiment trop expédié. Donc moi je suis contente parce que ça a été une superbe lecture. Je recommanderais pas nécessairement à tout le monde. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, j'ai lu Blue Sisters parce que tu sais, tu l'as vraiment aimé, mais moi c'était bof. » Genre je pourrais comprendre pourquoi des gens ressentiraient ça. Mais moi, et parfois, il y a juste des livres comme ça où je peux pas expliquer pourquoi mon cœur bat comme ça, mais il le fait. Et c'est un signe, ça fait pas ça avec tous les livres. En fait, vous l'avez vu dans ce vlog là, j'ai fait des très bonnes lectures, mais il y a rien qui m'a charmé comme ça. Je l'ai commencé, puis pendant tout le long, j'étais comme « Ah, ça se passe! Je le sens, le coup de cœur qui traverse mon corps! » C'était vraiment très cool. Et c'est encore plus cool de savoir que maintenant, j'ai une autrice sur mon radar de qui je pense je peux espérer des trucs encore meilleurs la prochaine fois. Donc on l'a, premier coup de cœur. La bonne nouvelle, c'est que je suis en train d'écouter un autre livre bonus en audio. Et celui-là aussi s'enligne pour être quelque chose de très bon. Je sais pas si ça va être du 5, mais ça va être très bon. Bon, bonne nuit. Et si on se parlait du livre bonus que j'ai lu? A Study in Drowning de Ava Reid. C'était un livre qui s'était retrouvé dans le top de Pépin de Mie, Melon Books, About Estelle. Donc clairement ça avait plu à beaucoup de gens et ça m'a plu également. Je sais pas quel genre littéraire nommé officiellement pour ce livre. Donc, bref, on suit une étudiante en architecture qui est absolument fan d'un certain auteur parce que les contes qu'il écrit ont une résonance assez déconcertante avec des choses qu'elle voit dans la vraie vie et que, selon son psychiatre, elle ne devrait pas voir. Donc, elle se fait envoyer au manoir de son auteur préféré pour établir
des nouveaux plans pour le rénover parce que le manoir est en décrépitude. L'auteur en question, il est mort. La personne qui est là-bas, c'est son fils. Et aussi, très important, elle est choquée en arrivant là-bas de voir qu'il y a un autre étudiant. Mais cette fois-ci, c'est un étudiant en littérature et tout de suite, elle lui fait pas confiance. Elle ne voit pas du tout en lui l'amour qu'elle a pour cet auteur. Donc voilà, tu sais, on est sur un peu légèrement Dark Academia. Légèrement. Il y a du fantastique, il y a un peu de romance, mais pas trop. J'ai vraiment aimé le fait que la protagoniste gère des choses difficiles de son côté. C'est un peu un combat similaire à celui de la protagoniste dans Tant que Fleurion les citronniers, mais là je trouve que ça a été vraiment parfaitement abordé, bien, c'est quoi le mot, genre mesuré, c'est quoi le mot, dosé. Et pour moi, ce livre, c'est comme l'équivalent de ce que j'aurais aimé avoir en ouvrant Gallant de V. Schwab et Mexican Gothic. Genre, on commence avec des bases de récits ou même de plumes qui sont un petit peu similaires, mais A Study in Drowning s'avance avec un récit qui me rejoint beaucoup plus cette fois-ci. Donc si tout comme moi vous avez lu ces deux œuvres puis que vous avez comme passé un bon moment mais il manquait quelque chose, je trouve que A Study in Drowning ça le donne. La progression de la romance était bien parsemée. Quand les personnages se sont mis ensemble, j'étais avec eux. J'étais comme oui, c'est le moment, ok. On n'est pas sur un slow burn insatisfaisant parce qu'ils finissent par genre s'embrasser beaucoup trop. Je pensais honnêtement que j'allais lui donner 5 étoiles pendant très longtemps. Mais je trouve que la fin, est-ce que c'est le même problème qu'avec Blue Sisters? La fin était précipitée et il n'y avait pas nécessairement de surprise dans ce qui se passait. Pendant tout le long, le récit te préparait pour comme ces choses-là, puis ces choses-là sont arrivées. Mais c'était intéressant, c'était pas une mauvaise fin, mais juste, il aurait fallu, je pense, une dernière surprise à la fin pour que ce livre-là se solidifie comme un coup de cœur dans mon cœur. Donc c'est un 4.5 étoiles pour moi. Et enfin, on a un vlog où je teste les favoris de Booktubers où je donne une note positive à un livre de Estelle. La première année, ok? À chaque année, je choisis comme le pire choix de son top possible pour moi personnellement, puis je finis par pas l'aimer, puis je suis comme alors que dès que la caméra est fermée, je lis d'autres de ses recommandations, c'est mes livres préférés, genre Divine Rivals. Donc voilà, ça signifie qu'il ne reste plus que ceci. Et je l'ai déjà commencé, ok, j'étais à la page 150. Je vais le lire au complet avant de vous en parler. Je sens que j'ai besoin de le lire au complet. Un tout petit peu. Semblerait que ce soit l'heure de vous parler de ce dernier livre et de conclure ce vlog. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel commence avec un père de famille qui laisse une annonce dans le journal pour inviter le diable à lui rendre visite. Peu de temps après, il y a un petit garçon noir qui se présente à ce village et il affirme être le diable, même si personne semble prêt à juste croire cette version des faits. C'est un récit qui parle de racisme, d'homophobie, de la peur qu'on peut avoir pour tout ce qui est inconnu, mais c'est aussi l'histoire de cette famille qui va accueillir ce petit garçon et faire de lui un de leurs fils. Ma critique va peut-être être un petit peu particulière parce que, je vais le dire tout de suite, je donne 4.5 étoiles à ce livre. Et la raison pour laquelle je le mentionne tout de suite, c'est parce que, puisque Betty est mon livre préféré de tous les temps, je peux seulement parler de mon expérience de cette lecture-là à travers ses défauts. C'était impossible pour moi de lire ça et de pas constater à beaucoup de niveaux ce que Betty avait fait de mieux. Donc je veux pas que vous oubliez pendant les trucs que je vais dire que genre c'est excellent, j'y donne 4.5 étoiles, ok? Tu donnes pas ça à un livre qui est pas bon, mais voilà, il y a quand même des points que je tiens à mentionner et qui vont peut-être sembler plus négatifs que ma note l'est et mon appréciation l'est au final. Donc premièrement, le positif, on s'entend que Tiffany McDaniel, ça reste mon autrice préférée à vie et ce livre-là, pour moi, ça le confirme. Parce qu'à mes yeux, de tous les livres que j'ai lus, c'est la personne qui écrit le mieux. Elle écrit exactement comme je veux lire. À chaque page, il y a des phrases ou des paragraphes ou des idées, des images, puis je suis juste comme, j'ai jamais vu ça ailleurs, puis je vais jamais revoir ça ailleurs, puis elle est juste magique. C'est une sorcière qui, je sais pas comment elle fait pour écrire comme ça, mais c'est magnifique. Mais les trucs qui ont fait que ce livre-là, même si je l'adore, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que encore une fois, on retrouve beaucoup de noirceur là-dedans. Les thèmes sont pas faciles, les événements sont pas faciles. Sauf que, on dirait que cette fois-ci, il me manquait la lumière de Betty. J'ai un peu moins été attachée aux personnages. Je les ai aimés, ils étaient intéressants, mais tu sais, je pense que c'est plus au niveau du protagoniste. Betty en tant que protagoniste était comme sublime, alors que le protagoniste de ce livre-là, surtout avec le choix d'avoir sa perspective quand il est adulte, c'est une chose à laquelle j'ai pas trop adhéré. J'aimais pas le fait qu'on passait du présent du personnage à son passé, mais à travers le même chapitre plusieurs fois. Ça faisait qu'il y avait des passages où si j'avais pas porté
porté attention parfaitement à la phrase qui montrait que, ok, on avait fait le switch, ben il fallait que j'aille constamment relire, ok, oui, ok, on parle du passé, ok, là on parle du présent. Donc j'ai ressenti un petit manque de fluidité, mais on s'entend que tout ce que je vais dire de négatif, c'est que je compare ce livre-là à un chef-d'œuvre des plus absolus à mes yeux. Mais comme, tu sais, hein, c'est pas fluide, blablabla. C'est tellement plus fluide que genre n'importe quel autre livre sur Terre. Genre, c'est vraiment, c'est comme une position particulière. Je sais pas comment véhiculer ce que je veux dire, mais j'ai des choses à dire. Je vais essayer. Je pense que c'est une des positions les plus bizarres pour moi, là, en tant que chronique. Genre, je sais pas comment me positionner parce que ce livre paraît beaucoup moins bon quand je le compare à quelque chose qui est extraordinaire. Mais il faut se rappeler que si on le compare à quelque chose qui est juste comme normal, ben c'est excellent. Sinon, tu sais, je sais qu'il y avait quelque chose dans Betty que les gens aimaient pas, puis c'était que les enfants parlaient vraiment comme pas des enfants. Genre, moi, je ressentais toute leur innocence malgré le style un peu soutenu de leur dialogue et tout. Donc, dans Betty, ça m'avait 0% dérangé. Mais là, j'avoue qu'à certains moments, j'étais comme, ok, là, le monologue que cet enfant de 8 ans vient de se taper, là, je trouve que c'était un peu... Mais en même temps, je pouvais pas être fâchée parce que c'était tellement magnifique le monologue en soi. Le personnage du petit garçon qui dit qu'il est le diable dans ce livre-là fait souvent des monologues où il explique un peu... C'est quasiment comme des contes de Satan, puis je les trouvais vraiment beaux, vraiment ingénieux. Juste toutes les idées là, incroyables. Mais c'est ça, des fois, il se partait dans un monologue puis j'étais comme... Ok, là, on a 2 pages de ce petit gars-là qui raconte ça, puis juste, c'est pas tout à fait crédible. Mais en même temps, est-ce que c'est crédible qu'un petit garçon se proclame comme étant le diable, puis qu'après ça, il y a tous ces événements-là qui se passent dans le village? Je sais pas comment parler de ce livre-là. Je l'ai profondément aimé, mais en même temps, on dirait que j'ai encore plus d'amour pour Betty en voyant à quel point il y avait des trous là-dedans que Betty a comblés. Puis c'est intéressant parce que Betty, elle l'a écrit avant celui-là. C'est pas une situation comme « Ah, ça c'est le premier de l'autrice, ça s'est amélioré par la suite ». Non. Elle a écrit Betty quand elle avait 18 ans. Et Betty a été refusée partout par genre 90 maisons d'édition parce que c'était trop dur. Ils voulaient un protagoniste qui était un garçon et non une fille parce que ça vendait mieux. Et donc, elle a écrit un livre avec un protagoniste garçon. Elle a réussi à le faire publier et c'est grâce à ça qu'elle a publié Betty. Mais je trouve que ça paraît un peu que c'est comme... Ce livre-là, c'est comme le petit frère de Betty que le monde a forcé l'autrice à écrire pour pouvoir donner naissance à Betty. Mais est-ce que c'est un petit frère qui valait la peine d'être publié, qui a énormément de valeur en soi? Oui, genre c'est pas... Elle a pas juste pondu quelque chose juste pour... Non, c'est marquant, c'est beau, c'est... Mais voilà, Betty, je le recommandais pas nécessairement de façon générale pour plusieurs raisons, notamment que c'est dur, comme incroyablement dur. Mais étrangement... On dirait que ce livre-là, pour moi, c'est encore plus comme juste une énumération de choses horribles qui se passent, juste parce qu'il y a beaucoup moins de cette lumière-là pour contraster. Mais quand je repense aux événements horribles de Betty, ben Betty gagne, là. Genre, les trucs horribles dans Betty, ils sont horribles là-dedans, mais dans Betty, c'est comme... En tout cas, c'est vraiment intéressant comme expérience de lecture avec le coup de cœur absolu que j'ai eu avant. Tu sais, ça m'est arrivé là, de lire des livres d'auteurs dont j'avais déjà eu des coups de cœur, puis je me suis jamais... senti exactement de cette façon-là. La comparaison est comme impossible à éviter, mais là, c'était... Je sais pas comment le mettre en mots. Donc voilà, je lui donne 4.5 étoiles. Si vous avez aimé Betty, je vous le recommande, vous allez aimer ceci aussi. Si j'avais à recommander un ordre de lecture, je pense que si j'avais pas lu Betty avant, j'aurais peut-être pu lui donner 5 étoiles, juste à cause de la qualité pure du récit. Il y a des petits défauts, il y a des trucs qui m'ont moins charmé, mais comme pour moi, ça vaut quand même 5 étoiles, cette qualité-là. Mais parce que dans ma tête, Betty est juste sur une autre planète, je peux pas. Puis voilà, je pense que si j'avais lu ça en premier, ça serait mieux passé. Mais en même temps, j'aurais peur de recommander à quelqu'un de lire ça en premier, puis qu'il soit comme « Ah, ben c'est juste dur, puis je suis pas capable d'encaisser, puis blablabla », puis il se lance pas dans Betty parce que c'est encore plus dur. Mais Betty, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a de la lumière. Puis il y a une certaine dose de lumière là-dedans aussi, là. C'est pas juste la noirceur. Mais... il y a vraiment un arrière-goût beaucoup plus sombre que Betty. Donc, je pense que si on regarde toutes les lectures de ce vlog, il y en a 2 auxquelles j'ai objectivement donné des mauvaises notes. Puis là, quand je dis genre objectivement donner des mauvaises notes, je dis pas que mon avis est objectif, je dis que les notes que j'ai données sont objectivement mauvaises. Et tout le reste était en haut du 4 étoiles avec un coup de cœur 5 étoiles,
2 livres 4.5 étoiles, un 4.25, un 4 étoiles. Je pense que si je réponds à la question de cette vidéo, est-ce qu'on peut faire confiance aux recommandations des booktubers? Je pense littéralement que oui. Je pense que à partir de maintenant, ma pile à lire devrait se baser beaucoup plus sur les recommandations que je vois, parce que même si TikTok nous trahit quotidiennement, je pense que BookTube est gentil. Quand on lit du bonbon, on veut le partager avec les autres. Donc, ok, c'est la fin du vlog, mais moi je veux savoir une chose. Est-ce que vous avez déjà lu des livres recommandés par des booktubers? Et si oui, est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous avez tendance à nous faire confiance? Et là, je m'inclus là-dedans. Est-ce que vous avez lu des livres que j'ai recommandés puis vous les avez détestés? La magie de la littérature, c'est qu'on peut tout tester et on peut tous avoir droit à notre opinion. Donc, moi, ça me dérange pas si mes recommandations ont pas fonctionné pour vous, même si en même temps, ça me dérange parce que je veux pas vous avoir fait passer des mauvaises lectures, mais genre, je serai pas insultée. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais définitivement la refaire l'année prochaine parce qu'écoutez, sans ça, aujourd'hui, je n'aurais pas de coup de cœur en 2025, donc vraiment, ça m'a sauvé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Pas toutes les semaines, mais quand même souvent. Bye bye!